Hello tout le monde. Salut, Bonjour. hello. Coucou Alexis, coucou Chloé. Salut. Salut. Alors, je suis en train d'attendre Salut. plein de gens. Donc, on va attendre un petit peu que tout le monde soit dans la conf. Moi, je vois que ma caméra ne s'allume pas. Je suis désolé, je ne sais pas encore pourquoi. Je vais essayer de trouver. Je vois que Julie et Louis, vous avez préparé un superbe fond. Un petit fond vert, ouais. Mm. Ça, c'est Louis tout craché. Alors, on est une trentaine, on va attendre encore un tout petit peu, genre 2 minutes. Et puis après, les autres nous rejoindront en cours de route et on va pouvoir commencer. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Super. C'est top. En plus, je vois que c'est déjà actif dans la conversation. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Enfin, peut-être pas tout de suite parce qu'on n'a pas commencé, mais on va encore attendre une petite minute. En tout cas, ça fait plaisir. Il y avait beaucoup de gens à l'heure. Non, du coup, je pense qu'on va y aller. Et puis, de toute façon, les autres nous rejoindront au fur et à mesure. Et voilà, j'accepte encore une personne. Et puis, voilà. Donc, je vais commencer par me présenter peut-être un petit peu. Et puis d'abord, non, tout d'abord, je vais vous dire bienvenue dans cette conférence. Du coup, entreprendre dans la cosmétique, les pièges à éviter. Et là, je vais me présenter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Jeanne Pouet. Je suis fondatrice, pardon, je vais y arriver, de l'association YPB, donc Young Professionals in Beauty. Donc, c'est la plus jeune association de jeunes professionnels de la beauté en France qu'on a fondée il y a à peu près 2 ans et demi avec des amis de l'université. Quand on l'a fondée, en fait, le but, c'était vraiment de créer une communauté d'entraide entre les jeunes professionnels qui se lancent sur le marché de l'emploi sans forcément savoir comment s'orienter et qui n'ont pas non plus de réseau. Donc, on a créé ce réseau d'entraide qui est hyper fort et qui nous permet aussi de mettre en valeur des marques indépendantes et de marques un peu plus héritage aussi, parce qu'on a fait des événements avec vraiment tout type de marques, dont un gros événement l'année dernière au jardin d'acclimatation, pour ceux qui s'en rappellent, avec une centaine de personnes pile dans la fenêtre qui nous permettait de faire des événements. Le soir même, Macron nous annonçait que c'était plus possible, donc on était vraiment contents de passer entre les mailles du filet. Et en plus, on a eu beaucoup de retours positifs et notamment All Tigers était présent avec toi, Alexis. Donc voilà. Donc là, je vais inviter mes invités à se présenter. On n'a qu'à commencer avec toi, Alexis. Bonjour, donc je m'appelle Alexis. Moi, j'ai fondé une marque de maquillage naturel vegan qui s'appelle All Tigers. Tu veux que je donne beaucoup de détails ou on en parle après? Non, on Bon, en parle après. ça marche. Voilà. Et avant, moi, j'ai travaillé pas mal dans la cosmétique puisque j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années chez Dior, ensuite chez Interparfums et ensuite chez L'Oréal dans la division pharma. Donc, pas beaucoup en maquillage. Ce n'était pas vraiment une expertise que j'ai développée. Mais en tout cas, du coup, je connais bien l'univers de la beauté. D'accord. Du coup, on peut poursuivre avec Chloé.
Bonjour à tous, donc du coup c'est Chloé, je suis la cofondatrice de Co-Skincare qui est une marque de soins du visage formulés en poudre à réhydrater. Donc ce sont des soins zéro déchet et efficaces. Top. Et Que du j'ai coup, cofondé avec Anouk voilà, qui est présente. Anouk qui est également dans la conf. Et du coup, la particularité en plus d'Anouk, c'est que du coup, elle travaille en R&D. Donc, c'est un duo assez complet entre vous deux. Je ne sais pas si... Peut-être parler. Voilà. Bon, je ne sais pas si Anouk peut prendre la parole. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard. Et du coup, après, également un duo avec Julie et Louis, qui est également ont la double casquette, un petit peu communication et R&D. Donc, je vous laisse vous présenter. Alors moi, Bonjour. du coup... Ah, vas-y, Julie. Du coup, moi, c'est Julie. J'ai cofondé Mastel du coup avec Louis. Donc, Mastel, c'est une entreprise de cosmétiques et du coup de skincare plutôt prestige. Donc, on prône l'éco-responsabilité, l'inclusion et la transparence. Et du coup, moi, je m'occupe de tout ce qui est développement de produits chez Mastel. Et moi, je m'occupe tout de ce qui est administratif, lien avec les fournisseurs de packaging, euh, etc. Top. Et Alexis, tu voulais ajouter quelque chose? Non, même pas. Non, écoute, on aura le temps après de raconter peut-être plus nos histoires et comment on en est arrivé là. Ouais, ça marche. Du coup, on va commencer. Normalement, il devait y avoir une quatrième marque, mais Gaëlle, la fondatrice, est très malade. Donc, voilà, on va lui souhaiter de se rétablir rapidement. Et du coup, voilà. Mais je sais qu'il y a il y a quelques marques, de toute façon, dans le public. Donc, si à un moment donné, vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, voilà, on va commencer. Alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de marques qui se lancent. J'ai l'impression, je vois des lancements Ulule tous les jours et puis sur Instagram, des nouvelles pages qui se créent. On a l'impression que c'est facile. Et pourtant, je ne suis pas sûre que ce soit si facile, même après avoir créé sa marque. Toi, Chloé, ça fait déjà 1 an. Alexis, ça fait 3 ans, je crois, c'est ça? Non, c'est ça, exactement. Et au final, du coup, j'aurais aimé savoir, est-ce que vous pouvez tirer un bilan déjà de cette première année, toi Chloé et toi Alexis, de ces 3 ans, ce qui a été facile, ce qui a été plus compliqué dans la création de vos marques? Chloé, tu veux commencer? Allez, Je serais curieux de savoir quelle est la partie facile. Alors la partie facile, je la laisse à Alexis. C'est ça. Non, écoutez, c'était quoi, enfin, la question c'est quoi? C'est les parties faciles et difficiles dans cette première année d'activité. Écoutez, une des parties difficiles, sans vouloir trop vous spoiler, ça a été le Covid. Parce que nous, on s'est lancé pile, notre première campagne Ulule, c'était pile au tout premier confinement. Donc finalement, sur le moment, quand on est la tête dans le projet, on ne se rend pas compte que, en fait, il y a quand même une pandémie qui est en train d'exister. On se dit que il y a d'autres raisons qui font que on est ralenti, etc. Et puis quand on fait le recul et quand on prend du recul et qu'on fait le bilan, on se rend compte qu'en fait, si, ça nous a quand même un peu impacté. Et puis après, les autres difficultés ont aussi été, pour nous, de se faire connaître. C'est vrai qu'on a débuté, tout petit avec un tout petit budget. Donc derrière, il y a eu ça a été assez frustrant parce qu'il y a eu plein de choses qu'on n'a pas pu faire. Et puis, mais sinon, il y a aussi eu beaucoup de choses cool. On a pu lancer dernièrement des nouveaux produits, ce qui a pas été simple parce que nous, on a aussi un frein technologique puisque nos produits sont formulés sous forme de poudre, donc il faut pas mal de R&D pour pouvoir sortir des produits. Donc ça a été cool. On a aussi des bons retours clients. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui nous ont qui nous ont poussé à continuer. Pardon, excusez-moi, ça va plus du tout ce que je raconte. Et qui ont fait qu'on ne s'est toujours pas tiré une balle. Voilà. Alors Alexis, à ton tour.
Déjà, j'aurais du mal à trouver des choses faciles dans la liste quand même. Mais globalement, déjà, le premier point, effectivement, s'il y a une erreur à éviter, c'est de croire que ça va être facile. Parce qu'on en a peut-être cette illusion, parce que comme tu dis, en fait, il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée pour lancer une marque. Aujourd'hui, si tu as un nom, trouver des formules, il y a des formules pas très complexes qui sont disponibles finalement à l'achat dans des laboratoires et du coup, tu peux lancer le produit très vite. Après, effectivement, quelle que soit la complexité du projet, même si tu mets plus d'efforts dans le développement du produit, j'ai le sentiment que la partie la plus facile d'un projet entrepreneurial de lancement de marque, c'est d'avoir un produit entre les mains. Parce que toute cette phase amont, même si elle te prend beaucoup de temps, au moins c'est toi qui la pilote. Elle te coûte de l'argent, mais pas tant que ça. Et finalement, c'est toi qui décides aussi un peu de ton rythme. Donc, du coup, arriver jusqu'au stade où tu as un produit dans les mains et où tu peux faire justement une campagne Ulule ou une jolie présentation PowerPoint ou le montrer à tes copains, c'est finalement la partie qui est la plus simple parce que c'est à partir de ce moment-là où tu vas devoir aller taper à la porte de gens, donc soit des consommateurs finaux, soit des distributeurs, enfin toute une série de gens qui vont être les parties prenantes après de ton produit. Et c'est là où les portes vont s'ouvrir ou pas. Et je pense que c'est vraiment là où ton énergie est mise à mal. Et en plus, théoriquement, cette phase-là, elle va durer hyper longtemps, en fait, parce que tu es parti pour quand même plusieurs années. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, il faut avoir énormément de résilience, il faut être très passionné par son projet, il faut être sûr que l'entrepreneuriat, c'est fait pour soi. Il y a des gens, je pense, qui ne sont pas du tout faits pour ça. Et peut-être certains s'engagent en plus par erreur dans l'entrepreneuriat, alors que ça aurait été des super salariés. Enfin, en tout cas, c'était plus à leur vocation. Enfin, le début, en fait, c'est le moment où tu testes vraiment ta vocation. Et comme le disait Chloé, en fait, le Covid, mais je pense que des crises comme ça, on en vivra plein. Enfin, c'est appelé à être assez régulier, finalement, des grandes crises mondiales. En fait, c'est le moment où tu trouves, tu détermines si tu as vraiment ton badge d'entrepreneur officiel, dans ton badge de scout, quoi. Mais, si tu vas vraiment, quelles que soient les circonstances, te sentir quand même à l'aise dans ce rôle d'entrepreneur, si tu vas quand même être toujours prêt à relever les challenges que ça t'amène, parce qu'en fait, finalement, le Covid à ton échelle, tu vas en avoir plein. Autrefois, par exemple, jadis, c'est-à-dire il y a 2 ans, on conseillait aux gens de se lancer dans un produit, dans un canal, d'être hyper spécialisé, hyper expert. Mais dans les faits, la crise nous a montré que tu as plus de chances de t'en sortir si tu es quand même un peu diversifié et que tu n'as pas tes œufs dans le même panier. Je prends mon exemple parce qu'il est quand même assez marquant. Nous, on a fait le choix d'être assez retail plus que digital. Et on a démarré avec le rouge à lèvres, donc le produit qui a été le plus impacté par le Covid avec le port du masque. Évidemment, globalement, la catégorie maquillage a été hyper impactée parce que c'est la catégorie du lien social. Et si tu n'as pas des dates, des réunions familiales, des dîners, des réunions professionnelles, etc., tu n'as pas trop de raisons de consommer du maquillage, ou en tout cas d'en réacheter. Dans ce cas-là, normalement, tu vis sur ton stock. Et donc, heureusement qu'on avait plus qu'une catégorie, heureusement qu'on avait quand même diversifié, qu'on n'avait pas que du retail physique, mais aussi évidemment des acteurs digitaux. Et heureusement qu'en plus, on était relativement rapide et flexible pour développer des nouveaux produits. Et maintenant, notre axe principal, c'est les yeux. Et alors que ce n'était pas le cas, évidemment, avant le Covid. Donc, juste pour dire que parmi les erreurs à éviter, en fait, il faut être sûr de sa vocation. Il faut être prêt à pas mal changer son projet en fonction des circonstances. Mais ouais, on va dire que là, on a eu notre première grosse épreuve d'entrepreneur. Mais sauf qu'elle dure maintenant 2 ans, quoi, depuis 2 ans. C'est vrai qu'elle est un petit peu longue. Et du coup, Julie et Louis, vous n'êtes pas encore lancés, ça va venir très bientôt. Du coup, vous êtes encore sur les premières étapes, entre guillemets, mais du développement, enfin les dernières étapes du développement, on va dire. Du coup, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ce qu'Alexis vient de dire, que du coup, le c'était est je venu. ne veux pas te laisser entendre que c'est une partie qui est forcément facile. J'ai dit qu'elle était un peu plus facile que la suite. Attention. Ah, bah, ça fait un petit peu peur parce qu'en fait, là, nous, le développement, justement, on a l'impression que c'est ce qui va prendre la majorité du temps. Nous, pour vous dire, nos formules, elles sont en développement depuis plus d'1 an. Donc, on sort 2 produits, dont une émulsion. Et du coup, les émulsions, c'est toujours un petit peu plus technique. Et du coup, on est en bout de développement. Mais ça a été un long développement parce qu'on est très pointilleux et que forcément, on veut que les premiers produits, nos premiers bébés, ils soient parfaits pour la mise sur le marché. Donc vraiment, on essaye de rien laisser passer finalement. Et oui, en fait, c'est long un développement cosmétique, c'est très long. Là, nous, ça fait 1 an que le produit il est en train d'être formulé. Et Donc,
Pardon, je te coupe, mais tu dis que tu es pointilleuse, mais c'est aussi peut-être lié du coup à ton profil, puisque tu es une chimiste aussi à la base. Donc peut-être que tu es plus regardante sur certaines choses que d'autres entrepreneurs. C'est ça, ouais, exactement. Du coup, oui, je suis chimiste et j'ai travaillé en plus dans la formulation dans un groupe quand même de luxe, donc j'avais quand même des standards en termes de sensorialité qui étaient assez hauts. Et sauf que nous, on a la contrainte du naturel aussi. Donc avoir une émulsion, par exemple, qui pénètre rapidement dans le naturel, c'est toujours quelque chose d'un petit peu plus pointilleux, disons, que dans l'industrie classique. Et du coup, oui, je suis assez pointilleuse, mais du fait de mon background et de mes expériences passées. D'accord. Du coup, en tout cas, en vous écoutant tous, j'ai l'impression que les toutes premières étapes ont été assez faciles. Déjà, de trouver quel type de produit vous vouliez faire, savoir quelle était l'identité de marque que vous vouliez avoir. J'ai l'impression que ça a été plutôt facile, non? Je pense qu'il faut qu'au début, la motivation, elle est quand même présente et enfin très présente, parce que je pense qu'on est poussé par notre idée de base à créer l'entreprise. Et l'idée de base, elle est quand même centrée autour, du coup, généralement des premiers produits. Donc, je pense qu'au début, ça doit être facile à trouver. Après, je pense à toi, Alexis. Est-ce que le switch vers les yeux, il a été inné comme ça? Parce que j'imagine, parce que j'ai regardé ta vidéo, tu disais que tu avais fait un rouge à lèvres pour ta fille au début quand elle commençait à se maquiller. Donc j'imagine que les yeux, c'était un peu le prolongement, mais parce que je pense à nous, on n'a pas encore, on sait ce qu'on va faire plus tard, mais dans 5 ou 10 ans, peut-être qu'on va faire quelque chose d'autre et on n'aura pas pensé à ça encore. Ben, moi, en tout cas, c'était pas, enfin, volontairement, je ne l'ai pas planifié. C'est-à-dire que je Mm. me suis toujours dit, en fait, parce que effectivement, l'idée de départ, elle est née avec ma fille, et du coup, c'est comme ça que l'idée du rouge à lèvres est née, et donc c'était le premier produit. Mais après, le principe, c'est que j'ai constitué une communauté autour de moi, donc sur Instagram principalement, qui est devenue vraiment notre plateforme de développement. Et en fait, je continue, et on continue, puisque maintenant, je ne suis plus tout seul. Notre quotidien, finalement, c'est d'interroger la communauté pour savoir ce qu'elle veut. Les yeux, c'est venu évidemment très tôt, hein, parce que c'est Mm. une extension assez classique. Mais après, il fallait trouver, justement, le mascara, c'est un développement très technique. Donc, on peut le lancer que maintenant. Donc, ça a pris quasiment 3 ans de trouver vraiment celui qu'on voulait. Avant, on a lancé des fards à paupières. Donc, on a mis quelques étapes devant. Mais effectivement, je ne l'ai pas planifié parce que je me suis dit, en fait, je ne suis pas utilisateur du maquillage et je ne suis pas utilisateur des produits. Donc, il faut que je sois open à ce que ce soit la communauté qui me dicte un peu ce qui va se passer après, sans forcément m'enfermer d'ailleurs dans le maquillage. Donc, ouais, finalement, ça se fait assez naturellement parce que c'est la communauté qui nous dirige et qui nous oriente dans le bon sens du terme, hein. C'est des bons managers. Mais voilà, je pense que ça fait partie aussi peut-être de la flexibilité de l'entrepreneur d'avoir à la fois une vision mais d'être capable justement de la laisser se modeler par les événements, par les opportunités et par le fait qu'en plus, ce qui est vrai aujourd'hui, en termes de tendance, de besoin de tes consommateurs, sera peut-être pas tout à fait la même chose dans 3 ans, 4 ans, parce que ça bouge tout le temps. Mm. Ouais, typiquement, par exemple, nous, quand on s'est lancé, notre claim, c'était le DIY simplifié. On a passé 6-8 mois à essayer de s'implanter en tant que marque de skincare DIY. Et en fait, il s'avère qu'un jour, on a interrogé notre communauté sur ce qui leur parlait le plus dans notre marque, et c'était pas du tout ce qui ressortait en premier. C'était ce qui intéressait plus nos consommateurs, c'était le côté zéro déchet, le côté expertise, d'où la présence d'Anouk et de notre labo dans lequel se trouve Anouk. Je crois qu'elle n'a pas le son, mais ah si, ça y est. Et en fait, du coup, c'est à ce moment-là où on a switché. Alors, on n'a pas switché de produit parce qu'en effet, on avait aussi mis 1 an et demi à formuler les produits, et les produits, de toute façon, correspondaient aux 2 images. Mais on a totalement remodelé notre discours. C'est un peu repositionner vos produits. Voilà, et en fait, c'est pas du temps perdu parce que c'était quand même, je pense, il fallait passer par ça pour s'en rendre compte, mais on a dû repasser près de 6 mois à
redéfinir les contours de la marque, s'assurer que notre discours était le bon. Et ça, c'est sûr que si on n'a pas la flexibilité de l'entrepreneur dont parle Alexis, on peut prendre du temps à faire des choses qui en fait ne fonctionnent pas, ne correspondent pas, que ce soit à la marque et au produit. Et je trouve que c'est, pour le coup, ça je pense qu'on pourrait le citer comme une erreur, parce que passer trop de temps à communiquer sur un claim ou sortir des produits qui finalement ne répondent pas à un besoin, c'est je pense, une des plus grosses erreurs de l'entrepreneur. Ouais. C'est marrant parce que tous les trois, j'ai l'impression que vous êtes très proches de vos communautés sur Instagram, mais de façon assez différente. Parce que, Alexis, je crois que toi, tu avais commencé à co-créer en fait ta marque avec ta communauté sur Instagram. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas expert du maquillage et je ne suis pas utilisateur de maquillage, donc j'avais vraiment besoin de cet apport d'expérience, de feedback, c'était essentiel. Toi aussi, Chloé, tu l'as fait un peu plus après en demandant du coup ce que pensait ta communauté de tes produits. Tu en es toujours proche aujourd'hui. Et toi, vous deux, Louis et Julie, vous avez un podcast du coup qui permet un peu de décrypter la cosmétique. C'est ça. Donc dis-moi comment vous avez eu l'idée de créer ce podcast. Alors, on a un podcast qui s'appelle Les Dessous de la cosmétique, sur lequel on parle en fait de la cosmétique, du développement d'un cosmétique, quelles sont les questions en fait majeures que un consommateur de cosmétique pourrait se poser. Et en fait, on essaye de décrypter un peu, de démystifier l'industrie. Et on a lancé ça assez tôt, bien avant en fait qu'on communique sur la marque, parce qu'on avait envie et on a toujours envie, en fait, c'est aussi dans l'ADN de la marque, d'être totalement transparent, donc c'est-à-dire avoir une communication totalement honnête, voire pédagogique, éducative, avec notre communauté, avec le consommateur, pour justement essayer de lui faire comprendre comment ça fonctionne dans l'industrie, parce qu'en fait, il y a un gap énorme des fois entre la manière dont les consommateurs perçoivent le cosmétique et la manière dont le cosmétique a été développé. Je pense notamment sur tout ce qui est innocuité. Les cosmétiques aujourd'hui, ils sont très bien régulés, notamment en Europe. Et pourtant, on voit quand même des scandales et des frayeurs auprès des consommateurs. Là, je lisais le dernier magazine Que Choisir. Il y avait le gros dossier, c'était quelles formules sont les plus safe en cosmétique. Enfin, des choses qui, en tant qu'industriel, on travaille dedans, on sait qu'il y a beaucoup d'études de fait. On sait qu'avant qu'un produit arrive sur le marché, au final, il a été vu par un toxicologue. Il a passé des tests d'irritation, soit sur la peau, mais aussi des fois sur les yeux. Enfin, vraiment, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises avant pour être sûr que le produit soit sain. Et pourtant, on voit un gap énorme avec comment le produit est perçu en fait auprès des consommateurs. Donc, c'était un peu pour éviter ou démystifier certaines questions qu'on voit fréquentes dans l'industrie, qu'on avait créé du coup ce podcast et qu'on essaye de continuer aussi un peu sur les réseaux sociaux, d'avoir un discours plus pédagogique sur l'industrie en fait. Ça marche. En fait, si je pouvais me donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, c'est vraiment de se lancer sur les réseaux sociaux avant même que la marque soit lancée officiellement et que les produits soient disponibles. Parce qu'au final, c'est comme ça qu'on commence à créer une communauté. C'est ce que je dis souvent aux marques que j'accompagne. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien ce que tu as fait, même si ce n'était pas forcément dans la volonté au final de te lancer en amont pour préparer le terrain, mais vraiment pour créer un contenu intéressant. Je trouve que c'est très intelligent. Merci. De rien. Pour avoir des feedbacks d'ailleurs via les podcasts, parce que donc, du coup, tu délivres une information à valeur ajoutée à tes consos et j'imagine que du coup, ça, effectivement, c'est hyper enthousiasmant. Et comment tu fais après pour recueillir de leur part des feedbacks? C'est via quoi? C'est via Instagram ou... Ouais, alors du coup, sur le podcast, pour l'instant, c'est un média qui est assez différencié de la marque. Donc, tu vois, par exemple, le podcast, il s'appelle pas Mastel, il s'appelle Les Dessous de la cosmétique. Ouais. On n'a pas encore communiqué qu'il y avait en fait, on était cofondateur d'une marque de cosmétiques. On n'a pas encore communiqué sur le lancement ou les produits qui allaient arriver. Là, vraiment, c'est juste, oui, vraiment plus un média cosmétique qui pourrait être indépendant de toute marque. Donc, on n'utilise pas
ou en tout cas pas encore le podcast, pour interagir avec la communauté. Alors là, c'est vraiment plus pour apporter une certaine expertise ou une certaine connaissance à la communauté et pouvoir plus délivrer de l'information, quoi. Ok. Alors, j'ai dans le chat quelques réactions. Ce pas forcément des questions, mais du coup, on nous dit que exactement créer une communauté, ça prend du temps. Plus tôt on commence, mieux c'est. Et Maëva également qui nous dit que le plus difficile n'est pas la création de formules ou la production, mais le après. Donc, ça confirme ce que vous nous disiez tous tout à l'heure. Moi, j'avais une question aussi par rapport à du coup, quand vous vous êtes lancé, est-ce que vous étiez tout de suite en indépendant ou est-ce que vous jongliez avec du coup un boulot à temps plein et puis la construction de votre projet? Pourquoi parler au passé? Nous, au début, avec Anouk, quand on s'est rencontrés, moi, pour ma part, j'étais au chômage et Anouk bossait / boss dans un laboratoire du coup de formulation. Je la laisserai expliquer ce qu'elle fait. Et du coup, moi, j'ai épuisé tous mes droits au chômage et j'ai dû reprendre un job. Donc, je pense que ça, c'est aussi une grosse partie, c'est une grosse question sur comment je vais faire pour payer mes factures si je me lance. Et je pense qu'on se l'est tous posé. Et en fait, heureusement, c'est un peu horrible ce que je veux dire, mais souvent je dis que heureusement que je me rendais pas compte en fait, parce que sinon je pense que au début, tu peux pas. Si vraiment tu as toute la vérité d'un coup, tu fais rien en fait. Et en fait, c'est à force, tu vois, tu fais un pas, tu fais 2 pas, tu fais 3 pas, tu te rends compte, en fait, il va falloir reprendre un job. Ok, je vais le faire parce que ça, c'est aussi la seule façon. C'est la seule façon de pouvoir continuer le projet, quoi. Donc, je pense que c'est aussi cool d'avoir des infos, mais il ne faut pas non plus avoir peur de ce qu'on va entendre. Je me souviens que moi, il y avait un truc qui me faisait hyper peur quand j'écoutais des talks entrepreneuriaux, etc. C'était, on dit souvent que on ne se paye pas avant 3 ans. Et je sais que, je sais pas pourquoi ce chiffre ressort tout le temps. D'ailleurs, c'est une moyenne, hein, parce que, bref. mais je me souviens que ce truc-là, ça me faisait toujours flipper. Et d'ailleurs, je me souviens très bien que je racontais à mon copain, en fait, je pourrais pas me payer avant 3 ans, tu sais, ça va, t'es toujours OK et tout. Et en fait, il faut pas. Je pense que un des autres conseils que je pourrais donner, c'est qu'il ne faut pas déjà toutes les histoires ne sont pas les mêmes et puis il ne faut pas avoir peur des choses qu'on peut entendre parce que parce que chaque histoire est différente, quoi. Et donc oui, nous par exemple on doit encore bosser à côté et voilà, c'est comme ça. Souvent les gens ne nous croient pas parce que justement, les réseaux sociaux, ça laisse transparaître des choses qui font que les gens pensent que on se paye, on a des gens qui bossent avec nous, mais pour le coup, on est vraiment que toutes les deux et une troisième personne qui nous a rejoint il y a à peu près 1 an. Mais voilà, oui, on peut être entrepreneur et avoir un job à côté. Et en plus, c'est un job alimentaire que je fais personnellement. Je suis concierge d'entreprise. Ce n'est pas facile tous les jours, que ce soit pour la fatigue, mais aussi pour l'ego, hein, parce que je ne vous cache pas que quand on crée sa boîte et qu'on doit faire un job qui ne correspond pas à ce qu'on a étudié, c'est pas facile non plus. Il n'y a pas de langue de bois, hein. mais il faut, pour souligner qu'Alexis avait raison tout à l'heure quand il parlait de résilience, si on ne l'a pas, c'est pas la peine, quoi. Ça marche. Là, j'ai quelqu'un qui nous demande comment gérer son temps lorsqu'on travaille à côté de son projet. Donc, je ne sais pas si Chloé ou Julie, vous voulez répondre parce que... Oui, alors soit, en fait, ça dépend aussi ce dont tu t'occupes dans ton projet, quelle partie est pour toi et quelle partie est à ta charge. Et ça dépend aussi ce que tu veux mettre
en avant et quels sont tes besoins pour vivre, hein, tout simplement. Moi, par exemple, j'ai un mi-temps à côté, donc ça me dégage du temps pour travailler après sur notre projet, sur Mastel. Au final, j'arrive à faire des grandes journées parce qu'après, quand tu as un projet comme ça, quand c'est ton entreprise, c'est un peu ton bébé et c'est un peu toute ta vie. Tu te réveilles le matin, tu penses à ça, tu commences à travailler et puis le soir, avant de te coucher, tu penses toujours à ça et tu envoies ton dernier mail. Donc, c'est beaucoup de temps. Tu passes beaucoup de temps en fait à travailler, mais après, c'est plus vraiment du travail, c'est ta passion, quoi. Et après, ça demande une bonne organisation. Nous, on n'est que 2, mais on a déjà un bon système de partage. On a un drive mis en place, que Louis a mis en place. Donc, tous nos fichiers, déjà, ils sont bien partagés, bien stockés, tout bien mis. On travaille beaucoup avec Notion, qui est un logiciel un peu d'organisation, de gestion de projet, où là, pareil, on met tout en commun, en fait. Puis on utilise un peu ponctuellement quand on a des gros rushs Trello, par exemple, pour communiquer au mieux. Parce que, par exemple, nous, dans l'entreprise, on a les parties qui sont vraiment distinctes entre Louis et moi, parce qu'on n'a pas du tout la même expertise. Et du coup, par exemple, quand j'ai besoin que quelque chose soit fait, mais plutôt du côté de Louis, bah, je vais lui laisser une note avec... Bon, on vit ensemble, hein, mais je le dis aussi en vrai, mais souvent, je lui mets dans le Trello quand même avec les liens vers les fichiers ou les choses comme ça pour en fait améliorer la communication, tout simplement. Et toi, Alexis, comment ça a été au début? Alors, j'ai l'impression qu'il y a tellement de trucs à dire sur ce sujet-là. Écoute, moi, j'étais encore en poste quand j'ai commencé, quand l'idée est née. Et je pense que d'ailleurs, un des signes pour moi que c'était une voie pour moi, c'est qu'en fait, j'étais sincèrement obsédé par mon projet. J'avais beaucoup de mal en fait à me concentrer encore sur mon job et je pense que c'était un appel, quoi. Donc du coup, comme le disait Chloé, heureusement, c'était pas trop rationnel parce qu'en fait, si tu dois le rationaliser, il faut surtout pas faire ça. Enfin, franchement, je pense que tu as autant de chances de devenir riche que si tu joues au loto. Et donc, on sait que c'est pas beaucoup de chance. Et, et pareil, on se lance dans ce projet en ayant objectivement très peu de chances d'en faire vraiment un grand succès. Donc, on se lance parce qu'en fait, limite, on n'a pas le choix. Et je pense que si on a là une vocation un peu chancelante, il vaut mieux pas se lancer. Je pense qu'il y a plein d'autres manières soit de travailler justement dans une startup, mais au moins d'avoir cette assurance que chaque mois, il y a un salaire qui tombe, etc. Parce que sinon, c'est quand même psychologiquement assez difficile. Moi, en plus, je suis plus vieux, j'ai des enfants, j'ai des charges et tout. Donc, du coup, évidemment, je venais d'une boîte où quand tu es dans un grand groupe, tu as un gros salaire qui ne correspond absolument pas à la valeur ajoutée que tu apportes en plus. Donc, c'est tant mieux, quoi. Tu gagnes de l'argent, tu ne sais même pas comment c'est possible d'en gagner finalement autant pour ce que tu fais en réalité. Donc, et là, pour le coup, maintenant, mon salaire, il est complètement lié au fait que je réussis à vendre un produit. Donc, ça change absolument les choses. Moi, comme quand j'étais dans un grand groupe, je me disais toujours, mais sincèrement, si je reste coincé aux toilettes, personne ne le saura. Au bout de 15 jours, on me retrouvera. Mais j'aurais manqué à personne parce que je suis comme petit rouage dans une grosse machine. Évidemment, maintenant, c'est complètement différent. Donc, voilà, je pense que déjà, il faut être sûr de sa vocation parce que ça va être dur. Parce que de toute façon, moi, je pense que tu peux te payer avant 3 ans, mais par contre, tu peux te payer très, très mal avant 3 ans. Et même après 3 ans, je ne pense pas que je vais te payer très, très bien. Donc, il y a cette notion-là. Et le deuxième point, c'est que du coup, moi, j'ai fait l'option. Donc, effectivement, je travaillais encore dans la phase un peu de idéation, création, plutôt conceptuelle. Et en plus, j'ai aussi exploité ce temps-là en rencontrant finalement des gens dans ma boîte, en leur disant très ouvertement, voilà ce que je vais faire. En fait, je vais partir et je vais monter un projet. Donnez-moi votre avis avec votre expertise et votre regard de gens. Et ça m'a énormément aidé. En plus, j'étais dans une boîte, j'étais chez L'Oréal où les gens adorent à donner leur avis surtout. Donc, c'était hyper riche en plus et ça m'a vraiment aidé à constituer mon projet, à partir avec un peu les plans de la maison bien établis. Mais il y a quand même un moment où j'ai l'impression que ton cerveau, il est tellement ensuite absorbé par ça que c'est quand même hyper dur de faire d'autres choses. Ça m'est arrivé de faire des missions de consulting à côté et j'en fais de temps en temps, mais je le fais parce que ça m'aère aussi l'esprit, mais je trouve pas ça facile parce que toute mon énergie est quand même très centrée sur ça. J'essaie de garder un petit bout de mon cerveau quand même pour ma famille, mais enfin, il y a un gros bout qui est quand même utilisé pour, pour ça et j'aurais du mal en fait à vraiment m'immerger dans d'autres missions ou à vraiment accompagner, c'était plutôt avec des entrepreneurs, de vraiment accompagner sur le long terme des entrepreneurs, ça me serait vraiment difficile. Et maintenant, donc, du coup, le choix que j'ai fait moi, c'est d'aller vite chercher des financements. Donc, j'ai fait finalement une levée de fonds qui n'est pas une très grosse levée de fonds si je compare avec les levées de fonds du secteur, mais dans laquelle, en tout cas, j'ai ouvertement dit qu'un des aspects de cette levée de fonds, c'était de me permettre de me payer.
Et ça m'est arrivé de tomber évidemment sur des gens qui me disaient non, non, moi je veux investir, mais seulement si cet argent est utilisé pour faire de la com et des choses comme ça. Mais je vais pas te payer, t'as qu'à ne pas te payer. Je leur disais, ouais, mais le problème, c'est que le projet n'existe pas sans moi. Et qu'en fait, si justement je dois aller chercher d'autres sources de financement pour ma vie personnelle, ben, c'est du temps en moins et de l'énergie en moins que je mettrai sur le projet. Et donc, du coup, ce sera négatif. Et j'ai réussi à faire, enfin, finalement, c'est une façon aussi de trier les investisseurs entre ceux qui ont un peu de clairvoyance et de bienveillance et les autres. Mais je trouve que c'est essentiel de trouver quand même assez vite la manière dont tu vas pouvoir te consacrer vraiment à ton projet. Évidemment, on sait que ce n'est pas toujours possible et puis à chaque étape, ça change. Mais je pense que c'est vraiment important parce que, en fait, c'est quand même un truc qui va t'absorber mentalement jour et nuit. Enfin, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce n'est pas la bonne voie. Mais si c'est le cas, c'est probablement que ça veut dire que ça a du sens pour toi et que tu vas vraiment pouvoir en plus affronter toutes les difficultés qui viendront, affronter les angoisses des jours où Moi, j'ai une équipe maintenant, donc les jours où tu n'es pas sûr de pouvoir payer tout le monde, donc c'est toi qui ne seras pas payé dans les faits. Mais, bien sûr, ça demande quand même plein de moments de surmonter les difficultés. Et puis aussi, c'est ton bébé, tu as mis beaucoup de toi dedans, tu as tout choisi. Donc, à chaque fois que tu vas aller présenter à quelqu'un qui va te dire ben, j'aime pas trop, en fait, c'est comme si tu t'enfonçais un poignard dans le cœur. Et donc, plus tu avanceras dans l'histoire du projet, bien sûr, plus il y aura de portes qui se fermeront. Heureusement, il y a aussi des portes qui s'ouvriront, mais il y a aussi des portes qui se fermeront. Et là aussi, je trouve qu'il faut être sûr de sa vocation. Donc, l'aspect financier, personnel, je pense que c'est un des gros sujets. Parce que, évidemment, avant de gagner bien sa vie, ça va prendre vraiment du temps. Et probablement, si c'est un sujet central pour soi, il vaut mieux rester dans un parcours salarié classique qui, en cosmétique, peut aussi te faire gagner beaucoup d'argent. En fait, il faut quand même être honnête. Quand tu as un joli poste dans un grand groupe et même un poste intermédiaire dans un grand groupe, tu gagnes mieux ta vie que la plupart des entrepreneurs. Donc, il faut avoir ça en tête parce que, du coup, je pense qu'il ne faut pas le faire pour l'argent. Parce que c'est comme jouer au loto. Ou alors, il vaut mieux jouer au loto. Justement, tu as mentionné les financements extérieurs, levée de fonds, etc. C'était un peu la question que je voulais poser après. En fait, on a l'impression en France qu'il y a plein de financements qui existent pour les entrepreneurs. Et moi, je voulais savoir quel est votre avis sur ça. Est-ce que c'est facile d'obtenir des financements, que ce soit d'institutions X ou de faire une levée de fonds? Enfin, quel est votre avis sur les différents types de financements extérieurs? Alors, mon expérience, du coup, je ne veux pas occuper trop le temps de parole. Mon expérience, c'est que c'est quand même pas si facile. Enfin, effectivement, j'entends toujours ça, l'argent coule à flot, etc. Mais bon, ça dépend peut-être énormément des types de projets. Sur la R&D, on trouve des financements. Enfin, ça, pour cet aspect-là, mais voilà. Mais finalement, moi, j'ai eu un prêt d'honneur de Réseau Entreprendre, qui est donc un des réseaux qui accompagne les entrepreneurs, mais ils sont assez sélectifs, donc il n'y a rien d'automatique. Donc, à un moment donné, tu dois rembourser quand même. Et tu dois la rembourser, exactement. C'est sûr. En plus, c'est un prêt personnel. Donc, même si ta boîte s'écroule, c'est à toi de payer. Donc, ça, ce prêt-là, en général, sert un peu de garantie, caution, en tout cas, à un prêt bancaire. Mais on ne parle pas de très gros montants. Mon prêt d'honneur, c'était 30 000 euros. Et le prêt bancaire, du coup, était de 30 000 euros. Donc, c'est 60 000 euros, tu ne vas pas très loin. Si vous avez travaillé dans une entreprise de cosmétiques, c'est le budget bouteille d'eau des grandes réunions internationales des grands groupes. Et après, j'exagère, mais pas loin, quoi. Tu fais 2 vidéos et c'est fini. Donc, ça veut dire que cet argent-là, il faut vraiment bien l'utiliser. Et après, voilà, les levées de fonds, c'est évidemment très variable, mais trouver des gens qui s'intéressent au sujet cosmétique, enfin, les grandes levées de fonds, c'est quand même plutôt sur des sujets de tech. Donc après, il y a des sujets qui peuvent être intermédiaires entre la tech et la cosmétique. Mais enfin, globalement, quand même, la cosmétique, c'est pas le sujet sur lequel les grosses levées de fonds se font, avec des exceptions. Donc, ça ne me paraît pas si facile d'avoir des financements. Il en existe, mais c'est exactement comme ouvrir de la distribution. C'est un parcours du combattant aussi. Chloé, je te laisse me dire d'où tombe l'argent du ciel. Moi, je rejoins totalement Alexis. Je crois qu'il y a une sorte
je ne saurais pas quel mot, mais quand on passe 2 heures sur LinkedIn, souvent on a envie de lancer sa startup, je crois, parce qu'on voit partout everybody can do it, lance-toi, c'est maintenant ou jamais, t'inquiète, de toute façon, tu vas trouver un business angel et puis il va te donner 100 000 euros, puis tu vas lancer ta boîte. Il y a plein de fonds publics, il y a la BPI, il y a Initiative, les banques prêtent plein d'argent, etc. Et alors, sans vouloir plomber l'ambiance, moi, avec Anouk, on n'a pas du tout ressenti ça. Les montants qu'on a eu, on a eu aussi un prêt initiative, c'était 3 fois moins que toi, Alexis. On a eu 8 000 euros et 8 000 euros de la banque. Et en fait, un autre truc que je voudrais souligner, c'est que les fonds publics sont tellement sollicités qu'on va s'intéresser. En fait, c'est comme un entonnoir. Donc, en fait, on va d'abord prendre les gens qui ont le plus d'argent de fonds propres pour traiter les dossiers. Donc, si vous avez le malheur de ne pas avoir beaucoup de fonds propres, de vous lancer en tant qu'entrepreneur ou d'étudiant, pardon, je vous conseille d'avoir un tonton qui vous prête de l'argent ou de ne pas vous lancer dans la cosmétique. Ouais, la cosmétique, par exemple, la BPI n'est pas très passionnée par la cosmétique. Enfin, c'est un exemple, mais tu as raison, en fait. Finalement, on ne voit aussi que les exceptions. Et finalement, les gens qui lèvent beaucoup d'argent, c'est quand même plutôt les exceptions. Et c'est ceux-là qui vont beaucoup communiquer sur LinkedIn. Mais bon, la réalité, c'est que ce n'est pas la cosmétique qui va, même si c'est un gros secteur en France, ce n'est pas celui sur lequel les fonds arrivent au maximum. Et encore une fois, c'est exactement comme la distribution. C'est plutôt l'exception qui réussit. Il faut juste avoir ça en tête. C'est ça. Exactement. C'est comme un concours, c'est comme si on faisait un concours hyper sélectif, quoi. Après, et en plus, du coup, j'allais dire que nous, on a une grosse partie R&D, et pour autant, on n'a pas forcément réussi à débloquer certaines subventions type BPI. Je sais que c'est pas impossible, hein, je connais des entrepreneurs dans la cosméto qui en ont eu. Et après, je voudrais juste nuancer ce que tu disais, Alexis, si tu me permets. Réussir, c'est... Enfin, il y a autant de définitions de réussir que de réussite, je pense. Souvent, comme tu disais, par contre, je suis d'accord avec toi, on voit sur les réseaux des exceptions. Nous ne sommes pas tous des exceptions, sinon ce serait un peu chelou. Et je pense qu'il faut aussi savoir qualifier ses réussites à son échelle. Parce que sinon, il y aurait 3 marques qui existeraient, et je ne les citerai pas, mais c'est aussi cool d'avoir un paysage un peu plus large que ce qu'on voit sur LinkedIn, quoi. Et toi, du coup, Julie, Julie, qu'est-ce que tu en penses, pardon? Nous, ouais, ça a été assez compliqué. C'est Louis, en fait, j'avoue, je vais pas prendre son mérite, hein. C'est Louis qui a tout fait pour le financement. C'était plutôt sa partie. Donc, si tu veux plutôt en parler, Louis. Ouais, bah nous déjà, on a eu un prêt d'honneur aussi de France Initiative. Faut bien le préparer. Ouais, on a juste beaucoup taffé. Je savais que je voulais le faire ce prêt et du coup on l'a préparé peut-être pendant 8 mois. Donc, parce qu'on était aux États-Unis à l'époque aussi, donc on pouvait pas le faire des US. Mais après, c'est vrai que prêt bancaire, c'était très compliqué. Ils veulent pas financer du besoin en fonds de roulement, donc entre guillemets l'argent qui vous sert à vivre. Ils veulent juste financer soit les machines, comme disait Chloé, des fois ou non la R&D. Ça dépend vraiment. Mais du coup, nous, dans notre cas, il fallait le fonds de roulement. On a un peu galéré à avoir le prêt. On a réussi, mais franchement, c'est compliqué. Après, et comme disait Alexis, il n'y a pas franchement beaucoup de financement. Au début, en fait, il y a Pôle emploi qui peut vous aider avec le chômage. Vous pouvez être en créateur entrepreneur pendant 2 ans, du coup. Donc, ça peut être pas mal si vous faites l'idéation pendant que vous avez un emploi, rupture conventionnelle, chômage avec Pôle emploi pendant 2 ans. Ça permet d'engendrer un peu de CA peut-être avec l'entreprise. Mais après le prêt d'honneur, prêt bancaire, et après, dans les 3 ans et plus, il y a les venture capital. Comme disait Sabrina, elle parlait des VC, avec les business angels aussi, mais ça, encore une fois, il faut prouver un peu son bilan avec au minimum 3 ans généralement, ou pas, hein. S'il y a une entreprise qui marche, qui explose en 2 ans, il faut toujours avoir des financements, mais si on n'explose pas, si on ne gagne pas le loto, compliqué d'avoir des financements, parce qu'il y a peu le serpent qui sont à la queue, en fait. J'ai une personne qui me demande si on peut revenir sur la définition d'un prêt d'honneur.
Alors en fait, c'est un prêt qui est fait en ton nom. Donc c'est toi qui le rembourses. Donc par exemple, dans notre cas, avec Mastel, j'ai eu un prêt d'honneur de 8 000 euros. Julie a eu un prêt d'honneur de 8 000 euros. Il est lié à l'entreprise, mais si on dépose le bilan de l'entreprise, c'est quand même à nous de rembourser le prêt. Donc c'est sur l'honneur. C'est ça que ça veut dire en fait, sur ton honneur personnel. Et tu t'engages à le rembourser. Donc il est à taux zéro. Il n'y a pas d'intérêt. Tu payes juste des petites assurances au début qui coûtent pas bien cher, mais il y a des petites assurances. Et voilà, il est à taux zéro et tu as 4 ans, entre 4 et peut-être 6 ans, je ne sais pas comment marche Réseau Entreprendre, ça doit peut-être être différent de France Initiative. Mais voilà, donc tu as deux organismes qui font ça, Réseau Entreprendre et France Initiative. Et c'est régional aussi. Tout D'accord. dépend. Ça peut être très compliqué à en avoir dans les grandes villes. Par exemple, Paris, c'est beaucoup plus Ouais. compliqué. Lyon, c'est plus compliqué aussi. On dit qu'il faut effectivement éviter Paris et plutôt aller sur Mm. des. Enfin, typiquement, moi, je suis dans les Hauts-de-Seine. Et du coup, les Hauts-de-Seine, c'est plus facile que Paris. Et puis, l'accompagnement est plus open sur des Ouais. petites marques, des petites entreprises qui se créent. En général, Paris, ils sont plutôt axés sur des entreprises qui ont déjà Un peu prouvé leur valeur. start-up, ouais, Ouais. c'est plus dur. Et ils font de l'accompagnement aussi, du coup. Mm. Ils fournissent un parrain qui peut t'aider à gérer un peu l'entreprise. Aussi commencer des discussions avec toi, parce que nous, avec Julie, on est deux, donc ça va. Mais on se parle entre nous. Mais des gens qui sont tout seuls, ça peut être un peu compliqué de voir le bout du tunnel des On fois. apprend à se parler à soi-même. Tu sais. Ah, ok, cool. Et C'est bon pour à savoir. revenir juste du coup, ça fait que quand tu discutes avec pas mal d'entrepreneurs, il y en a beaucoup qui passent par des business angels. Sachant que business angel, la définition, il n'y en a pas vraiment. C'est une personne qui a de l'argent et qui est prête à Mhm. investir, mais ce n'est pas forcément quelqu'un qui a énormément d'argent. Ça peut être très bien quelqu'un juste qui fait carrière dans le salariat et du coup qui a de l'argent de côté. Enfin, il y a plein de raisons. Souvent, finalement, ce qui est sûr, c'est que l'investissement dans une entreprise cosmétique, ce n'est pas nécessairement un investissement très rationnel, parce qu'il y a certainement d'autres manières d'utiliser son argent. Donc, c'est des gens qui vont te suivre parce qu'ils croient à ton projet, parce qu'ils aiment parce qu'ils aiment le secteur. Et alors, effectivement, c'est un peu ce que disait Chloé tout à l'heure. Moi, je connais plein de gens qui ont eu un coup de bol, enfin, qui sont tombés sur la personne qui avait plein d'argent, qui avait envie de sa marque et qui, en fait, était hyper contente de rencontrer des entrepreneurs. Enfin, l'espèce de coup de bol, ça a généré plein de créations d'entreprises. Et après, ben, tu peux aussi aller chercher plein d'entrepreneurs, plein de business angels plus petits qui sont prêts à mettre des tickets de 10 000, 20 000 et des gens qui ont 10 000 ou 20 000 prêts à être investis. Finalement, il y en a pas mal, en fait. C'est juste qu'il faut beaucoup chercher parce que du coup, tu as plus de déperditions, il y a plus de gens potentiels qui diront non. Il y a des plateformes qui se sont créées pour réunir des business angels. Je pense par exemple à Tudigo, qui est une plateforme il y en a d'autres qui font du financement. C'est un peu comme du crowdfunding, sauf que c'est du crowdfunding en action. Donc, c'est des gens qui vont mettre un peu plus d'argent et vous pouvez en trouver pas mal, en fait. La plateforme que j'ai citée là s'appelle Tudigo. Et en fait, il y en a plusieurs autres, mais désolé, j'en ai qu'une seule en tête. Parce que j'avais fait mon crowdfunding classique sur cette plateforme, donc c'est comme ça que je la connais. Mais voilà, il y en a plusieurs et eux aussi, bien sûr, ils vont sélectionner les projets avec le même sérieux et peut-être même plus de sérieux qu'un business angel parce que eux, ils vont devoir le présenter à d'autres, donc ils vont s'engager à être garants. Mais c'est une autre façon. Il y a des clubs de business angel. Si vous tapez club de business angel, vous allez en trouver beaucoup. Les écoles en ont souvent. Il y en a aussi qui sont plus sectorielles. Donc il y a plein d'autres sources. Et en plus, le fait de préparer les dossiers pour ces organismes-là, en général, il y a des étapes de sélection. C'est aussi une manière pour soi-même d'améliorer son projet, de le rendre plus intelligible, de le rendre plus puissant, en fait, parce que il va falloir le présenter à tellement de gens, il y a tellement d'étapes que forcément, à chaque fois, on l'améliore. Donc, je pense que ça peut être aussi utile, même pour soi, pour mieux stratégifier son projet. Je sais que le mot n'existe pas, désolé, mais mieux améliorer la stratégie de son projet, le consolider, avoir des meilleures idées plus fortes. Enfin, finalement, plus on le confronte, je pense que tu disais parmi les erreurs à éviter, je passe d'un sujet à l'autre, mais ça revient un peu. Les erreurs à éviter, je trouve, c'est de faire son projet dans son coin, en étant persuadé qu'on a la science infuse et que soi-même, tout seul, on va réussir à trouver une super idée, à la développer, à avoir le concept et le design et le nom, etc. Je trouve que le fait de le confronter, de le présenter à beaucoup de gens et d'être open et de choisir en plus des gens qui potentiellement sont peut-être plus habitués à challenger, qui ne vont pas vouloir te faire plaisir. Parce que si tu le présentes qu'à des gens que tu aimes beaucoup et qui t'aiment beaucoup, peut-être qu'ils vont juste te dire c'est génial. Mais moi, c'était utile. J'avais un nom qui était pourri, je ne le savais pas, j'en étais pas conscient. Il y a des gens qui m'ont dit non, change de nom. Et puis après, le hasard a voulu que
J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Nous sommes tous des tigres » et je me suis dit « C'est ça ». Il y a eu plein d'étapes dans le projet où le projet s'est amélioré. Et donc, j'ai continué. Et donc, maintenant, c'est devenu via Instagram, mais avant, c'était via des gens que j'ai rencontrés et à qui j'ai présenté mon projet, qui m'ont challengé. Ça m'a énormément aidé parce que j'ai voulu surtout pas le faire dans mon coin. Et donc, je pense que les étapes de recherche de financement, c'est aussi des moments où on est confronté à des gens qui vont un peu nous bousculer, qui ne vont pas bien comprendre, qui ne connaissent pas le secteur cosmétique, donc qui n'ont pas les prérequis, qui comprennent déjà que c'est un gros secteur, où il y a des gros acteurs, voilà, où il y a effectivement un commerce, etc., qui est bien établi et du coup, potentiellement, un vrai potentiel. Et donc ça oblige à rendre son projet plus puissant, plus compréhensible. Et je pense que c'est des bonnes étapes. J'ai une question parce que c'est vrai que tu as mis le doigt sur quelque chose que je trouve important, c'est de confronter son projet à des gens en parler pour avoir leur retour et savoir si c'est ce qui nous semble logique à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il existe des communautés justement d'entrepreneurs ou des communautés avec des experts justement qui peuvent conseiller sur ce type de projet? Tu veux dire quelque chose qui serait déjà structuré et qui accompagnerait des jeunes? Oui, c'est ça, parce que je sais que j'ai vu sur plusieurs réseaux qu'il y avait des communautés, par exemple, de femmes entrepreneurs, mais pas forcément typiquement en cosmétique. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment typiquement cosmétique qui existe Chloé, on s'est rencontrés via la maison de la cosmétique, donc c'est un peu ça, non? Ouais, c'est un peu... Elle est toujours là, Chloé? Oui, elle est toujours là. T'as le son? Oui, oui, je suis toujours là. Par contre, il y a aussi un site qui s'appelle Trust Beauty, qui est une plateforme de nano-influenceuses qui permet de confronter, alors c'est pas le projet, mais c'est le produit, à des consos. Ça, c'est assez sympa. Après, à prendre avec des pincettes aussi, parce que déjà, il faut un produit fini. Et en plus, c'est beaucoup de gens qui testent énormément de produits et du coup, qui sont plus là pour pouvoir faire des photos sur leur compte Insta aussi souvent que donner des vrais retours sur les produits. Après, je pense que c'est intéressant aussi à regarder. Le problème avec la cosmétique aussi, c'est que une formule, c'est long à formuler. Et du coup, c'est pas comme, par exemple, tu lances une marque de mode, une marque de t-shirt. Je connais une fille qui a lancé des t-shirts. Tu peux revenir sur ton t-shirt si le design ne plaît pas. Tu peux changer la couleur, changer la typo du logo sur l'impression si on trouve que ça ressort pas assez bien. Enfin, peu importe. Or, la cosmétique, on sait bien que quand on a une formule, c'est pas aussi simple que ça d'aller la changer. Donc, Non, c'est aussi un milieu où c'est difficile. Donc, de l'argent et du temps. Ouais. C'est aussi un milieu où c'est difficile de mettre le produit dans les mains d'un consommateur sans que ce soit le produit final, en fait. Et je pense que c'est une des difficultés supplémentaires qui existent quand on se lance en cosméto. Yes. Il y a d'autres plateformes qui font ça. Il y a une autre plateforme qui s'appelle Crème de Toi, où pareil, c'est l'accompagnement du projet avec une communauté. Il faut déjà avoir la communauté, mais tu peux utiliser du coup cette plateforme pour avoir des avis. Mais là, pareil, il y a un peu, je trouve, un petit dilemme dans le sens où si tu veux co-créer le produit donc pendant la formulation, en fait, tu envoies des essais à ta communauté, mais les essais que tu les envoies, vu que ce n'est pas les formules finales, forcément, par exemple, elles n'ont pas été testées ni en challenge test, ni en test d'irritation cutanée ou oculaire, peu importe. Ce qui, légalement et éthiquement, est un peu borderline. Enfin, personnellement, ça ne me dérange pas de donner mes produits à ma maman et qu'elle les essaye, mais parce que c'est ma maman et que s'il y a un problème, elle m'en voudra pas. Mais sinon, je ne me vois pas envoyer plein d'échantillons en fait, qui n'ont pas fini leur test réglementaire à toute une communauté sans vraiment avoir de recul en fait. Ouais, c'est vrai que c'est borderline, hein, comme tu le dis, parce qu'au final, la personne qui fait la formule est quand même responsable des réactions que peuvent avoir les personnes qui vont tester. Donc, si jamais la formule n'est pas terminée, que en fait, quelqu'un fait une allergie ou autre, tu peux être tenu pour responsable. Donc, c'est touchy. C'est touchy.
Et puis en plus, tu sais pas aussi comment ça sera utilisé forcément. Donc j'imagine que quand tu envoies des essais, c'est pas forcément dans les packs finaux en plus. Est-ce que la personne, elle va pas garder le prototype pendant 2 ans et le réessayer derrière alors que tu n'avais pas ton test de microbio qui a été confirmé? Enfin, voilà. Ouais. Si justement tu envoies un produit que finalement le produit, tu te rends compte, challenge test un peu moyen, donc ton système conservateur, il est peut-être pas très doué. Comment tu es sûr que tout le monde a bien jeté le produit si tu as envoyé une note pour dire jetez bien le produit? Enfin, je trouve que c'est toujours un peu touchy, la Ouais. co-création à l'étape formulatoire en tout cas. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est des choses qui peuvent se faire, mais dans un environnement un peu plus restreint et pas forcément quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes comme ça, quoi. J'avais une question un petit peu touchy, parce que c'est pas très culture française de parler de chiffres, mais est-ce que vous pourriez me dire un développement d'un produit cosmétique, combien ça coûte à peu près? Nous, du coup, on les a formulés en interne, donc c'est un peu difficile à évaluer. Mais Anouk pourra plutôt répondre à cette question, je pense. Je sais pas si. Alors, Anouk, est-ce que tu as remis ton micro? C'est Oui. bon, désolée. J'essaye. Hop, voilà. Par exemple, juste du coup, je ne me suis pas présentée, mais j'accompagne des marques dans une autre entreprise en plus de Cause. Et donc, nous, on fait de la sous-traitance, notamment des développements. Et on va dire que pour un produit complexe, donc type émulsion, il faut compter autour de 5 000 € pour un développement. D'accord. Avec tous les tests compris. Avec tests compris et le dossier réglementaire vraiment prêt à être mis sur le marché. Voilà, pour un produit vraiment qu'on a développé de A à Z avec le client. D'accord. Et combien de temps ça prend à peu près? Il faut compter 1 an. Ok. Mais Du un cahier an, des charges jusqu'à la mise sur le marché. parce qu'effectivement, tu as des tests qui sont incompressibles. Mais combien de temps la formulation prend? Juste formulation sans les tests? Alors après, il y a une question de planning forcément du laboratoire. Et puis, il y a toute la partie cahier des charges en général avec le client pour vraiment se comprendre sur le produit en question, le sourcing des matières premières. Donc, on va dire que là, sur les 1 an, il y a quand même au moins 6 mois, la moitié, qui est consacrée rien qu'à la formule. Et aussi les échanges entre envoyer l'échantillon au client qui nous fasse son retour et puis comprendre les améliorations à apporter, etc. Et ça, c'est si tout se passe bien au niveau des tests derrière qui font qu'au niveau stabilité et qualité microbiologique, etc., on est bon du premier coup. Parce que malheureusement, des fois, même si on a une formule qui convient au client, on se rend compte que finalement, la formule n'est pas stable dans le temps ou qu'au niveau microbiologique, ça ne convient pas, le conservateur n'est pas efficace. Et dans ce cas-là, on peut repartir sur 6 mois de tests et repartir à zéro finalement. D'accord. Et j'avais une autre question parce que là, en fait, la particularité des 3 marques qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez fait des développements de produits de A à Z, en fait. Vous aviez un brief, vous vouliez des produits particuliers, vous avez fait ces produits. Donc, ça prend son temps parce qu'en plus, vous êtes pointilleux sur les détails. Mais il y a d'autres types de développement qui existent si on veut se lancer plus rapidement. Oui, tu as des laboratoires qui ont des formules toutes faites qu'on appelle sur l'étagère, dont parfois tu peux aussi les personnaliser. D'ailleurs, ce n'est pas nécessairement pile poil la formule, il y a plusieurs étapes, mais effectivement qui peuvent réduire le temps. Après, ça dépend beaucoup de ce que tu attends de ta marque, parce que si tu souhaites de la différenciation, si tu souhaites un peu surprendre tes clients, si tu souhaites qu'eux-mêmes soient un peu accros à tes produits, ça va être plus compliqué évidemment avec une formule qui peut être dans plein d'autres pots. Ouais. Mais ça dépend de tellement de choses d'une catégorie à l'autre, parce qu'on peut se dire ça, mais tu peux aussi te dire, au sein d'un grand groupe, une même formule peut être utilisée parfois sur plusieurs marques et ça n'est pas nécessairement déterminer l'avenir de la marque en question. Donc, je ne sais pas, moi je trouve que c'est tellement dépendant aussi de l'entrepreneur, du projet. L'important, c'est qu'en fait, le consommateur, il a un chouette produit entre les mains. C'est le principal. Moi, mon expérience, en tout cas, c'est rare que les formules sur l'étagère soient incroyables, quoi. C'est juste ça. C'est que souvent, la formule sur étagère, c'est justement la formule finalement la plus simple que le labo ait fait. Ouais.
ou celle qui allait plaire à tout le monde, donc potentiellement plaire un peu à personne parce que voilà, c'est vraiment le basique de chez basique. Mais enfin, je vois que c'est un des commentaires, effectivement, parce qu'il peut amener de la personnalisation aussi à des formules sur l'étagère. Donc, avoir une plateforme de base, ça peut aider, ça peut te faire gagner du temps. Ça dépend vraiment beaucoup, beaucoup de ton projet, je pense. Parce que là, tu vois, en fait, on est beaucoup sur les phases amont, du coup, avant le lancement du produit. Mais j'ai l'impression, enfin, mon expérience, en fait, d'avoir discuté avec beaucoup d'entrepreneurs qui se lançaient, c'est que souvent, ce qui leur manquait dans les erreurs à éviter, c'est une vraie réflexion sur leur distribution. C'est comment ils allaient vendre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement facile aujourd'hui de se dire « Ah, mais je les vendrai sur Internet ». Sauf que vendre sur Internet, c'est hyper compliqué, en fait, parce que, enfin, tu vois, les investissements que tu dois faire sur Instagram ou Facebook en pub pour émerger, c'est gigantesque. Mais les algorithmes, en plus, vont toujours dans le sens que ça soit de plus en plus cher. Donc c'est vraiment là. Il vaut mieux avoir pas mal de plans B, on va dire. En tout cas, si tu te dis je le ferai sur mon site, ah ben si ça marche pas trop, je fais quoi? Et c'est vrai que je suis étonné du nombre de gens qui me répondent je lancerai chez Sephora. Parce que quand tu regardes, je sais pas, sur les 5 dernières années, tu dois avoir 5 marques françaises qui ont été lancées chez Sephora. Enfin, tu vois, c'est vraiment ultra rare. Voilà, c'est vraiment des marques phénomènes qui ont méga montré leur succès par ailleurs. Enfin, c'est vraiment hyper rare. Donc, je pense que le dernier plan B, il faut que ce soit Sephora. Mais je pense que donc il faut avoir une vraie bonne réflexion pour se dire, je vais lancer sur Internet, c'est top. Si ça marche pas, c'est quoi mon deuxième axe de développement commercial et ma deuxième façon de trouver des clients? Et si ce deuxième axe marche pas, enfin si je suis pas passionné par les Galeries Lafayette, et puis en fait, il y a les Galeries Lafayette, il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien, donc voilà. C'est quoi ton troisième? Et puis Sephora t'a dit non parce que tu étais une marque française, et puis ainsi de suite. Enfin, c'est quoi à chaque fois ton plan B, ton plan C, ton plan D, ton plan E? Parce que ta distribution, elle sera peut-être jamais celle que tu voulais. Enfin, peut-être que ce sera vraiment l'accident heureux qui fera que tu trouveras ton distributeur, mais il vaut mieux quand même avoir réfléchi de manière assez flexible. Et c'est un de mes sujets de surprise souvent, c'est de voir des entrepreneurs pas forcément très expérimentés sur le sujet de la distribution, mais très arrêtés sur leur idée de où ils veulent distribuer, sans s'être vraiment posé la question de est-ce que leurs produits ils ont vraiment du sens dans cette distribution, est-ce que de toute façon, est-ce que c'est facile d'y rentrer et tout, est-ce que tu as un plan B, quoi. Si tu fais du soin, il vaut mieux que ton soin puisse être vendu et en parfumerie, et en pharmacie, et en institut de beauté. Si par hasard, il y avait voilà. Si par hasard ça ne marchait pas, typiquement le parfum, tu as un peu moins de circuits de distribution qui existent parce que les pharmacies ne sont pas très parfums. Voilà, donc déjà, ça te recentre déjà un peu plus sur un certain type de point de vente. Chaque catégorie, du coup, a aussi sa façon d'avancer. Le positionnement prix a beaucoup d'importance. Mais bon, je trouve que c'est une réflexion que souvent les gens n'ont pas poussé jusqu'au bout. Et la réponse de j'aurai un site internet me paraît un peu courte dans l'univers dans lequel on est aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est un petit peu l'effet Instagram, TikTok, ça, parce que je suis beaucoup sur TikTok et je vois, tu m'as fait rire tout à l'heure, Chloé, quand tu as dit si vous êtes étudiant, vous ne lancez pas. Parce qu'en fait, je vois plein de lycéens ou de jeunes étudiants qui, en fait, vendent des produits cosmétiques. Alors, c'est absolument pas des formulations qu'ils ont faites eux-mêmes. Je pense qu'ils ont acheté des produits en marque blanche. Et en fait, ils cartonnent sur les réseaux sociaux parce qu'on les voit mettre leurs petits produits dans les boîtes, ils font les commandes en direct et tout. Et je me dis, mais c'est fou parce que tu as des entrepreneurs qui ont fait un travail de dingue pendant des années pour avoir des formules géniales. Et en fait, tu as des petits jeunes qui, du jour au lendemain, arrivent sur TikTok, mettent des trucs dans les paquets et les vendent alors que c'est des formules qu'on retrouve partout, quoi. Dis-toi quand même que c'est l'exception. Juste ça. C'est quand même... c'est pas automatique, quoi. Non, mais effectivement, j'ai l'impression que vu qu'on voit ce genre de choses, les gens se disent « Oh, c'est facile, je vais aller sur Instagram, je vais aller sur TikTok. » Et alors qu'en fait, c'est pas si automatique. Ouais. Après, j'imagine que ça dépend beaucoup comment tu positionnes ton produit, tu vois. Je pense pas que la personne qui va acheter une marque blanche, elle sera capable de se positionner quand même haut de gamme. Non, Ou elle ne connaît pas non plus les challenges que va avoir une formulation avec telle ou telle propriété. Donc voilà, elle va pas mettre les mêmes moyens parce qu'ils n'ont pas aussi les mêmes obstacles, les mêmes envies et les mêmes challenges. Et aussi la même authenticité finalement. Ouais. Quand tu es de l'industrie, tu sais très bien qu'il y a des challenges aujourd'hui formulatoires ou de marketing ou même réglementaires. On vient d'en parler tout à l'heure. Moi, de l'industrie, je me dis, j'ai un peu peur d'envoyer des échantillons qui n'ont pas de DIP derrière, qui n'ont pas de dossier information produit derrière. Enfin, ça, c'est une réflexion typiquement que va avoir quelqu'un qui
qui est de l'industrie. Quelqu'un qui s'y connaît pas, bah, fait sa petite tambouille à la maison, pas de test réglementaire et va le vendre sur Etsy. En fait, tu n'as plus les mêmes challenges, tu n'as plus les mêmes envies, tu n'es plus fier de la même manière. Moi, aujourd'hui, je reçois ma soumission de crème qui est 100% naturelle et qui n'a pas d'effet savon, qui pénètre super vite. Je suis archi fière. Ça fait 1 an qu'on est dessus, mais je suis archi fière. Et j'ai pas déclenché de vente, rien. En fait, ça dépend de ta sensibilité et de ce que tu veux pour ton produit, pour ta marque, de comment tu veux te positionner, quelles sont tes valeurs aussi qui t'animent au quotidien. Enfin, ça dépend du cœur que tu y mets, quoi. C'est clair. J'ai quelqu'un qui nous demande par rapport à la distribution, quelle marge prennent les différents canaux, parapharmacie ou magasins spécialisés. Je ne sais pas si vous avez compris. Si, effectivement, quand on calcule ton prix, en fait, pour faire très très simple, moi je me souviens d'avoir entendu plusieurs fois ce conseil qui me paraît assez juste. En fait, si tu veux faire une marque que tu vas vendre un peu partout et notamment y compris à l'export, donc dans lesquels il va y avoir beaucoup d'intermédiaires à un moment, parce que tu vas vendre à un distributeur local qui va vendre peut-être à un autre distributeur local qui va vendre à un retailer. Enfin, donc il peut y avoir beaucoup d'intermédiaires. Dans cette configuration-là, on estime qu'il faut que ton coût de revient, enfin, que tu multiplies ton coût de revient par entre 7 et 10 pour avoir ton prix de vente public. Donc, si je fais l'inverse, si tu pars de ton prix public, tu divises ton prix public, toute taxe comprise, par 7 ou 10 et ça va te donner ton coût de revient idéal pour être rentable un peu dans toutes les situations. Tu peux évidemment avoir des produits qui sont moins rentables que ça, mais du coup, ça te fermera des portes parce que tu te diras, je ne peux pas peut-être aller à l'export lointain parce que du coup, trop d'intermédiaires. Et du coup, peut-être ça te renfermera peut-être plus sur de la vente directe ou de la vente, en tout cas, dans des pays qui sont plus proches. Donc, c'est juste ça. En général, parce que, évidemment, la distribution, elle prend une marge assez importante, mais c'est hyper dépendant des circuits et des pays aussi. Donc voilà. J'ai Myriam qui nous demande quelles sont les démarches à faire par rapport à la distribution du produit. Donc, je pense pour être référencé chez Sephora, par exemple. Alors pour être référencé chez Sephora, bon courage. Il y a peut-être des gens qui sont chez Sephora là, qui nous écoutent, qui ont peut-être une idée. En fait, écoute, il faut se bouger. En tout cas, ça c'est sûr. Il faut être commercial, en fait, tout simplement. Donc, un commercial, il se fait des listes de contacts, il va les trouver sur LinkedIn, il contacte les gens, il frappe aux portes. Enfin, c'est un parcours du combattant. Tu demandes à tous les gens que tu connais s'ils ne connaissent pas quelqu'un. Tu passes ta vie à constituer ta base. Nous, aujourd'hui, de prospects, je pense qu'on a une liste de 20 000 prospects. Pour vous donner une idée. Parfois, je tombe sur des gens dont la liste, c'est 25 prospects, mais ça ne les empêche pas parfois de faire un bon chiffre d'affaires parce que du coup, ils ont un autre type de distribution, moins fragmenté, etc. Chacun avance comme il veut. Je pense qu'en tout cas, les gens qui ne font pas du tout de commercial, qui ne sont pas dans cette logique-là, etc., tu ne peux pas ne pas l'être quand tu es entrepreneur. Tu es obligé de switcher et te mettre aussi dans cette position de commercial. Mais après, c'est vraiment un boulot de commercial. Tu cherches les contacts. LinkedIn, heureusement, existe. Ouais, c'est clair. Tu trouves les gens, tu les contactes sur LinkedIn ou via leur adresse. Tu tentes bidule.truc@sephora.com. Et puis, si ça ne marche pas, tu fais la même chose, .fr. Et puis après, tu fais initial, nom de famille. Enfin, bref, voilà, c'est le truc classique. Mais tu essayes un peu toutes les configurations si tu les as pas, quoi. Ouais. Mais en tout cas, LinkedIn, tu as fait comment ? très important. Non, j'allais dire, une fois que tu as fait ça avec ta liste de prospects, tu fais pareil que les journalistes. C'est ça. Mais, mais du coup, pour répondre à ta question, Alexis, je voudrais aussi revenir sur le fait que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas forcément de stratégie de distribution et je confirme parce que nous, ça a été une de nos plus grosses erreurs et c'est pour ça qu'on a perdu du temps aussi. Je me souviens que, comme tu dis Alexis, quand on me demandait où est-ce qu'on sera vendu, je disais tout le temps sur notre site internet. Et en fait, il s'avère que voilà, c'est comme ça, on n'a pas mesuré la difficulté que représentait le fait de vendre en direct. Ça coûte très cher de vendre en direct. Et encore une fois, je pense que, comme tu disais, Jeanne, les réseaux sociaux te mettent un peu des paillettes dans les yeux à te dire tu vas faire 70% de ton chiffre sur ton site e-commerce.
Et en fait, voilà, on a fait un premier bilan, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, et il a fallu donc switcher et repasser notre temps en même temps qu'on redéfinissait tout à l'heure. Je parlais des contours de notre marque, il a fallu repasser du temps à définir une réelle stratégie de distrib. Et donc, voilà, tout est encore à faire l'année prochaine de notre côté. Et du coup, pour vous deux, Louis et Julie, vous avez commencé à y penser? Enfin, forcément, vous avez commencé à y penser, question rhétorique. Mais du coup, quels seraient vos canaux de distribution un petit peu cibles? Là, on vise surtout les pharmacies, influenceurs, boutiques spécialisées parisiennes. Vous savez, les petites genres de boutiques, on rentre dedans, ils vendent des trucs un peu originaux, etc. On va essayer de les viser. Bon, bien sûr, les retailers, on aimerait bien, mais ça risque d'être compliqué au début. Et puis notre e-commerce aussi. Mais on va essayer de focus bien les pharmacies quand même, parce qu'on a des actifs qui sont efficaces, qui peuvent être considérés comme étant qui ont leur place en pharmacie. Julie, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, en fait, c'est majoritairement ça. Après aussi, on a un e-shop qui est bien foutu dans le sens où, oui, quand même, de base, il est informaticien. Il nous a fait un truc un petit peu mignon, un peu bien fait. Voilà, donc on compte aussi là-dessus. Après, la difficulté, c'est comment se faire connaître, comment communiquer sur ton site, comment en fait les clients trouvent ton site, comment référencer. Nous, par exemple, sur le site internet, je sais qu'on a une partie un petit peu blog podcast pour aussi aider un petit peu vers le référencement naturel, donc sur internet. Voilà. Ça coûte cher pour se Après, faire connaître. Du coup, pub Google, pub Instagram. On peut vite, les agences, généralement, elles demandent au moins 10 euros par jour. Donc, ça fait au moins du 300 euros par mois, gros minimum. Donc, Et si si un on a conseil à des... donner aussi, ne mettez pas 10 euros par jour, autant rien mettre. Et vous trouvez ça vraiment efficace, les pubs Instagram? Justement, en fait, il y a un seuil et en cosméto, il y a tellement de dépenses médias qui sont faites que 10 euros par jour, en fait, c'est comme si tu mettais zéro. Donc nous, on a perdu beaucoup d'argent aussi à vouloir faire de la pub sur Facebook et Instagram en mettant 10 euros par jour. Et en fait, il s'avère qu'on est dans un milieu, je pense que vous savez tous, hyper concurrentiel. On a des marques qui mettent 10, 20 000 euros par mois. Par jour, il y a certains qui mettent 10 000, 20 000 euros par Voilà. jour. Du coup, franchement, tant que vous n'avez pas un budget minimum à allouer, autant rien mettre en fait, autant pas le faire. Et ça, c'est un truc que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, en plus d'avoir perdu du temps, on a aussi perdu de l'argent. Mais c'est très très cher, c'est très concurrentiel et en fait, pour la faire rapide, ça marche sur une enchère. Donc si tu gagnes pas l'enchère, ta pub n'est jamais montrée. Et toi, juste en fait, Facebook prend ton argent et tu dis mais c'est bizarre, pourtant elle est bien, mon message est cool. Mais en fait, si la pub n'est pas montrée, ça sert à rien en fait. Donc ne perdez pas votre temps à mettre à donner de l'argent à Facebook. Voilà. Après, moi, je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs du coup qui se lancent sur Instagram en se disant je ne vais pas payer, je vais créer ma communauté, je vais commenter, etc. Et moi, j'ai l'impression que ça marche bien. En revanche, ça prend un temps fou. C'est juste dingue le temps que ça prend. C'est limite un métier à part entière de justement créer de l'engagement, créer des posts, aller commenter, etc. Est-ce que vous aussi, vous avez essayé de passer par ça, enfin, essentiellement au lieu des contenus sponsorisés? Oui, c'est deux choses différentes. Je pense que c'est indispensable de faire de l'organique, hein, de créer du contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, qui ne le ferait pas, je pense, se tirer une balle dans le pied de ne pas le faire. C'est vraiment le premier canal organique. Enfin, voilà, il faut l'utiliser pour moi, c'est certain. Après, en effet, c'est un métier. Tout le monde n'est pas community manager, malheureusement. Non, mais tu apprends à le faire. Ouais, oui, tu apprends à le faire, bien sûr, mais il y a aussi des codes hein, à connaître.
Mais bien sûr, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Le premier truc à faire quand tu décides de te lancer, c'est de créer un compte Instagram, je pense, pour faire connaître ta marque. C'est un peu la base. Mais oui, nous aussi, on le fait, mais c'est pas facile non plus, quoi. C'est pas juste ton compte perso où tu publies tes photos de vacances. Alors, je sais que ça peut paraître un peu caricatural de dire ça, parce que tout le monde sans doute, mais moi, c'est mon métier à la base de créer du contenu sur les réseaux sociaux, et c'est pas pour autant que c'est très simple, en fait, parce que ça marche en réseau. Il faut pouvoir faire des partenariats. Quand tu fais des concours, c'est cool, tu gagnes des abonnés, mais ça te plombe ton taux d'engagement derrière. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Là, je vois que ça parle de salons cosmétiques dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça utile d'être présent sur les salons, que ce soit en exposant ou juste en visiteur? Moi, j'ai pas forcément une grosse expérience de salon, mais en tout cas, c'est utile, mais pas très central en tout cas. Ça te donne des coups de pouce, ça t'oblige aussi à te mettre justement à nouveau, présenter ta marque, etc. J'ai jamais entendu une marque qui m'a dit ma vie a changé le jour où j'ai fait des salons. J'ai l'impression que ça reste quand même un petit coup de pouce, qu'on a tendance à y croire plus, mais je suis pas sûr que ce soit en cosmétique que ce soit le plus central. Enfin, je sais, ça dépend quel type de salon, évidemment, parce que du coup, tu as des salons B2C, des salons B2B France, des salons B2A export. Peut-être que c'est un peu différent pour chacun, mais quand tu vas sur des salons, dans la plupart des salons en tout cas qui existent en France, c'est plutôt soit c'est des salons B2B, mais qui sont plutôt axés fournisseurs versus les marques ne sont pas très présentes. Elles sont là un peu en visite, mais tu sais, j'ai vu tout à l'heure passer la notion la mention du salon cosmétique 360, mais les fournisseurs, ils ont tendance tous à présenter un peu le même truc. Cette année, c'était cosmétique solide dans quasiment tous les stands. Du coup, tu n'as pas forcément une grande diversité d'offres, il faut vachement creuser. Ça serait peut-être intéressant pour identifier quelques fournisseurs intéressants, mais je ne sais pas si c'est vraiment là que les choses se passent. Déjà, nous, on a trouvé quelques fournisseurs là-bas. C'est utile si vous êtes encore en phase d'idéation, enfin, si vous êtes un peu plus loin que l'idéation, vous êtes à la recherche de fournisseurs, les salons peuvent être hyper efficaces. Après, en tant que marque, on n'a jamais host de salon, on l'a que fait en tant que visiteur pour l'instant, mais on a fait quand même de belles rencontres. Donc avec d'autres entrepreneurs ou même des personnes, on est allé voir aussi des distributeurs en B2B ou distributeurs B2C. Donc c'est aussi assez intéressant parce que même si on n'avait pas les produits, ils nous ont donné du feedback de distributeurs. Donc je pense que ça prend du temps, les salons. Si vous n'êtes pas à côté, ça peut être pas forcément worth it, mais nous, vu qu'on était sur Paris, les salons étaient sur Paris, je pense que c'est à faire. Au moins une fois. Et pour toi, Chloé? Comme Alexis, moi je pense que c'est très chronophage. Après, il y a un moment, je pense que tu arrives à un stade où tu as tellement de choses à faire. C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais tu as tellement de choses à faire que tu peux pas tout faire. Et du coup, tu essaies de faire les choses qui rentabilisent le plus le temps passé. Et pour le coup, les salons, c'est très, très chronophage selon moi, des résultats pas forcément assez bons pour le temps que ça te prend. En tant qu'exposant, là, tu parles, du coup. Ouais, en tant qu'exposant, mais aussi en tant que visiteur. Alors après, bien sûr, il y a des classiques. Nous, on avait été à... Et encore, maintenant, je suis en train de me dire, mais encore, parce que nous, on avait été au salon PCD. C'est un salon ADF, PCD, je crois. Oui, voilà. Et en fait, on avait vraiment perdu notre journée pour le coup parce que nous, on est une marque zéro déchet et c'était il y a 2-3 ans et c'était impressionnant le nombre de fournisseurs de packs plastiques qui étaient là ce jour-là. Donc, soit il faut bien sélectionner avant, soit c'est pas vraiment le truc le plus utile selon moi, surtout que maintenant avec Internet, limite les salons, c'est pareil, ça peut paraître trivial ce que je dis, mais c'est quand même assez simple de trouver des fournisseurs. Enfin, simple non, mais on a quand même pas mal de choses qui sont accessibles sur Internet. Donc, je sais pas, je reste assez mitigée sur les salons quand même. D'accord.
Justement, sur la simplicité de trouver des fournisseurs, étant donné que vous êtes des marques assez jeunes, quand vous êtes, au tout début en tout cas de vos lancements, je suppose que vous avez demandé à faire des petites séries. Est-ce que ça a été facile ou non de convaincre les laboratoires ou les fournisseurs de packaging de vous faire des petites commandes en fait? Parce que je sais que souvent, ça peut être un point bloquant pour certains. Moi, je vais parler pour mon expérience. Les fournisseurs, tu ne peux pas leur demander de faire moins que leur minimum. Donc, en gros, tu sélectionnes le fournisseur aussi par rapport à son minimum. Et quand ils sont petits, ils savent faire du petit. Quand ils sont gros, ils ne savent pas faire du petit. Donc, mon expérience, en tout cas, c'est que ce n'était pas vraiment une négociation. C'était plutôt un critère de choix. Mais de toute façon, le fournisseur, il sait très bien aussi comment sélectionner les marques avec lesquelles il travaille. Il a beau être fournisseur, quand il te voit et que tu as une petite marque, en général, il te fait passer un entretien en mode entretien d'évaluation. Et tu as l'impression qu'il va te recruter parce qu'il va être sûr qu'il ne va pas perdre son temps. Il faut se dire qu'un fournisseur, il n'a que 220 jours de travail dans l'année. Donc, s'il se consacre à chaque marque où c'est un hurluberlu qui arrive parce qu'il a un peu d'argent dans sa famille, qui s'est dit, tiens, pourquoi pas, il va y laisser sa chemise. Donc, il est obligé de s'assurer à chaque fois du sérieux de la personne avec qui il a travaillé, etc. Et après, donc, il sait très bien, en plus, éjecter très vite les gens qui ne vont pas partir sur les bonnes quantités et tout ça. Donc, oui, ça fait partie du travail, c'est de trouver un fournisseur qui soit à ta taille. Et si je prends l'exemple du maquillage, tu ne fais pas des très petites séries en maquillage. Tu es forcément. Donc, ça veut dire que tu repenses plutôt ta gamme en fonction de ça. C'est en te disant peut-être moins de teintes, peut-être un tel produit décliné en teintes, mais en fait, tu ne vas pas partir tout de suite sur les 6 segments du maquillage, quoi. Yes. Et tu passes beaucoup d'appels et tes premières questions, c'est quels sont vos minimums de commandes? Voilà. Quel est votre MOQ pour si tu écumes l'annuaire, si tu cherches une usine de production, tu écumes l'annuaire avec toutes les usines de production, tu en appelles 50 et puis à la fin, il t'en reste 5 qui rentrent dans tes critères et parce que soit ils sont labellisés comme tu veux, soit parce qu'ils font la grandeur de la série que tu veux. Soit aussi parce que des fois, tu as des contraintes techniques. Si par exemple, tu veux couler quelque chose à chaud, c'est une contrainte technique. Si tu veux mettre un opercule, c'est une contrainte technique. Voilà, tout ça, c'est en fait, au début, quand tu fais ton brief, il faut penser à qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce qui n'est pas forcément commun dans l'industrie. Quels sont mes critères sur lesquels je peux déroger? Quels sont les critères sur lesquels je ne peux pas déroger? Ou est-ce que si, par exemple, ce fournisseur-là, il n'est pas capable de remplir par exemple un doypack, donc une poche, est-ce que je ne vais pas voir par exemple mon fournisseur de doypack si lui peut accepter du bulk et me le remplir directement chez lui? C'est aussi toute une Oui, donc tu stratégie. trouves un fournisseur, en général, il t'en file d'autres aussi parce qu'il sait qu'il faut travailler avec bidule, avec machin. Donc, ton carnet d'adresse, tu le grossis vite dès que tu as trouvé un premier contact. Et parfois, même le fournisseur qui te refuse, il te dit allez voir bidule. Donc, parfois, ça t'aide. Exactement. En fait, au final, si tu passes du temps au téléphone, si tu arrives à appeler quelqu'un et à tomber sur quelqu'un déjà, même si c'est un refus, généralement, la personne est assez compréhensible. Elle va soit te donner une adresse, soit un nom, soit te dire peut-être essaye ça, soit tu as déjà essayé, soit tu ne connais pas. Mais en tout cas, tous les contacts ils sont enrichissants. Moi, j'étais déjà dans le développement produit, donc au début, tu sais ce que tu veux demander, tu sais où ça peut pêcher. Mais même si on n'est pas dans le développement produit, je suis sûre qu'après 1, 2, 3, 4, 5 appels, tu es rodé. Tu sais là où ça peut poser problème et tu sais que c'est la première question que tu vas poser à ton prochain appel. Parce que tu veux pas perdre ton temps non plus. Nous, par exemple, on avait quand on cherchait une usine de production, on utilisait Notion, mais on peut utiliser Excel ou peu importe. En fait, on avait un tableur avec tous nos contacts et tous les critères. Est-ce que celui-ci va operculer? Oui, non. Non, bon, bah hop, c'est pas pour nous. Ou alors, on sait que si par exemple, il coche toutes les cases mais qu'il opercule pas, bah faudrait peut-être trouver du coup quelqu'un derrière qui opercule. Donc, ça veut dire des coûts de transport, des risques aussi, risques microbiologiques si tu transportes ton bulk. Enfin, voilà, il faut prendre en compte tout. Nous, au début, on a été assez sélectifs, c'est-à-dire tous nos critères, il fallait que tout le monde, tout le monde coche tout, parce que comme ça simplifie tout ce qui est supply chain. En fait, toute la gestion des flux, elles sont facilitées et tu as moins de risques et financiers et qualitatifs. Et après, tu es sélectif. Après, tu appelles tout le monde, tu vois comment se passe le feeling. Enfin, parce que c'est aussi un partenariat que tu vas avoir sur le long terme. Quand tu donnes les premiers projets à une usine de production avec n'importe quel partenariat, c'est comme si tu cherchais ta nourrice quoi, pour ton enfant. Tu demandes vraiment tout, tu vas aller voir, tu les visites, est-ce que c'est propre, est-ce que en fait ça passe bien, quoi, ça colle.
Top. Écoutez, il est presque 21h, on a beaucoup débordé, mais en même temps, il y avait beaucoup de questions. Alors du coup, je voudrais vous demander à tous les trois, enfin 5, c'est quoi vos actus du moment? Qu'est-ce qu'il y a à retenir en ce moment, les grosses promotions de vos marques, les derniers lancements, dites-nous tout. Alors moi, je commence du coup pour All Tigers. Donc nous, c'est le lancement du mascara qu'on fait en ce moment. Donc on a lancé un mascara, il est là. Tiens, regarde, il est ici. Et donc on a 2 mascaras, un volume, un définition, un eyeliner. Et on a aussi lancé une nouvelle couleur de vernis à ongles, rose métallisé. Donc ça, c'est notre grosse actualité pour cette fin d'année et du coup pour le début d'année prochaine. Du coup, pour le nouvel an, n'hésitez pas à aller acheter le joli vernis. On a le kit complet là, vous pouvez tout trouver pour votre look de nouvel an et pour vos cadeaux de Noël. Du coup, Chloé et Anouk. Alors nous, on est en pleine campagne de financement participatif sur Ulule. On vient de lancer du coup nos deux prochains produits qui sont des masques visage. Donc pareil, si vous voulez faire des cadeaux skincare pour Noël, n'hésitez pas à vous rendre sur notre campagne Ulule. Top. Et du coup, on va finir avec Julie et Louis. Le lancement, du coup, grosse nouveauté. Il y aura une campagne Ulule dès qu'on aura validé les petits derniers détails de la crème. Elle est prête, elle est dans les bacs, elle va arriver bientôt, dans 1 mois ou 2 sûrement. On a hâte. Du coup, il y a 2 produits. Il y a une crème et une huile qui vont arriver sur Ulule. Donc, l'huile démaquillante et nettoyante de barbe et une crème hydratante et embellissante de l'âge. Ouais, j'ai vu que l'huile était un petit peu all-in-one. Du coup, utilisable partout, pour le démaquillage, pour la barbe. Donc, c'est top. C'est ça. C'est des produits non genrés, donc multifonctions. Génial. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à partager, quelque chose à dire en particulier qu'on n'a pas évoqué pendant ces 2 heures, je crois? Moi, je voulais te remercier déjà. C'était super chouette d'être ici. Merci pour ton temps et merci pour l'accueil. Mais avec plaisir. Écoutez, merci beaucoup. C'était génial. Merci beaucoup. Super intéressant en plus de discuter, d'échanger. Oui, toujours très intéressant. J'espère qu'on pourra refaire des conférences comme ça. En plus, j'ai l'impression que les gens ont vraiment apprécié. Et donc, pour moi, c'est aussi un plaisir toujours de vous recevoir et de discuter avec vous. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis voilà, on va clôturer. Donc, je vais dire au revoir à tout le monde. Merci. Et juste un dernier truc aussi, si jamais vous posez des questions ou quoi, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux. Moi, personnellement, c'est un truc que j'ai remarqué quand on s'est lancé, c'est que les entrepreneurs sont assez open pour aider. Donc, voilà, tant que vous ne nous demandez pas nos listing keys et nos pourcentages de formules, c'est OK pour répondre à vos questions. Les listing keys, c'est public, non? Oui, nos formules, je voulais dire Alexis. Oh les formules Calicanti. Non, mais tu as totalement raison. Alors, n'hésitez pas à tous nous contacter ou nous ajouter sur LinkedIn. Et si jamais vous avez des questions, voilà, on est là pour y répondre. YPV, on est présent sur tous les réseaux sociaux, donc, enfin, tous les réseaux. On est présent sur LinkedIn et sur Instagram, en tout cas, et on est très réactifs, donc n'hésitez pas. Et puis, idem pour moi. Donc, ce sera avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Merci. Bonne soirée. Merci. À bientôt.